En Guinée-Bissau, le candidat du parti PAIGC, Domingos Simoes Pereira, est arrivé en tête du premier tour de la présidentielle. Il affrontera au second tour du scrutin Umaro Sissoko Embalo. Au Soudan, le gouvernement a annulé une loi controversée ayant restreint sévèrement les droits des femmes pendant les 30 ans du régime du président déchu Omar El-Béchir. On en parle dans cette édition. Et puis, après la mort de 13 militaires français de l'opération Barkhane lundi au Mali, dans la collision de 2 hélicoptères, les réactions se multiplient pour leur rendre hommage. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. En Guinée-Bissau, le candidat du parti historique PAIGC, Domingos Simoes Pereira, est arrivé largement en tête du premier tour de la présidentielle. Il affrontera au second tour un autre ancien Premier ministre, Umaro Sissoko Embalo. Les premiers résultats officiels ont été rendus publics par la commission électorale. Voici les images. Selon les résultats officiels rendus publics mardi en Guinée-Bissau par la Commission nationale électorale, Domingos Simoes Pereira, candidat du Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert, PAIGC, a recueilli 40,13% des voix lors du premier tour de la présidentielle de dimanche dernier. Il devance Umaro Sissoko Embalo, qui a obtenu 27,65% des suffrages. Il s'agit là de 2 produits du système et de 2 anciens premiers ministres qui sont appelés à concourir à la succession du président José Mario Vaz, élu en 2014 et à nouveau candidat en 2019. Il est arrivé seulement 4e avec 12,41% des voix d'un premier tour jugé régulier par les observateurs étrangers et nationaux. Le second tour de ce scrutin est prévu le 29 décembre prochain. Cette victoire de Domingos Simoes Pereira lors de ce premier tour vient confirmer le caractère dominant de sa formation politique, le Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert, qui dispose d'une majorité relative au Parlement issue des législatives de mars 2019. Umaro Sissoko Embalo a lui été porté par une dissidence du PAIGC, le parti MADEM. La stabilité de la Guinée-Bissau, en état de crise politique quasiment permanente, est un des enjeux majeurs de l'élection. Les Namibiens, eux, ont voté ce mercredi dans le cadre d'une élection générale appelée à confirmer la mainmise sur le pays du parti au pouvoir depuis 1990. Ceci malgré la grogne croissante de la population contre la crise et la corruption. Reportage. Près d'1,5 million d'électeurs namibiens sont appelés à départager par vote électronique les 11 candidats à la présidentielle et les 15 partis en lice pour les législatives. Les bureaux de vote sont ouverts ce mercredi de 7h à 21h heure locale, soit 5h à 19h GMT. Parmi les 4 principaux candidats à la présidentielle figure le président sortant Hage Geingob, qui veut, avec son organisation du peuple du sud-ouest africain, conserver le pouvoir. Hage Geingob a voté ce mercredi matin pour les élections générales alors que son premier mandat s'est achevé sur une récession qui a provoqué la colère contre son parti, la SWAPO, qui continue à bénéficier de l'héritage de sa bataille pour la libération. Il y a quelques semaines, Wikileaks a publié des milliers de documents qui accusent des responsables de son gouvernement d'avoir touché l'équivalent de 10 millions de dollars de pots de vin de la part d'une entreprise de pêche islandaise. 2 ministres mis en cause dans cette affaire ont été contraints à la démission à quelques jours seulement du scrutin. L'un d'eux a même été brièvement détenu. Le chef de l'État a nié toute implication dans cette affaire. L'opposition, divisée, ne semble toutefois pas en mesure de profiter de ce climat. Déjà candidat il y a 5 ans, Makari Vanani et son mouvement démocratique populaire PDM restent marqués au fer rouge de leur proximité passée avec l'Afrique du Sud de l'apartheid qui rebute une large part de l'électorat. Seule femme candidate à la présidentielle, Esther Mujenge, chef de l'Organisation démocratique de l'unité nationale, est l'une des voix les plus critiques de la situation économique. Elle promet de rétablir la dignité des Namibiens si elle est élue. Les Guinéens ont à nouveau manifesté en masse mardi à Conakry, une manifestation pour dire une fois encore non à un éventuel 3e mandat du président Alpha Condé. Plus de précisions à travers cet élément.
Fodé Oussou Fofana, un responsable de l'opposition au président, a chiffré le nombre de manifestants à 1 million, tandis que la presse a avancé le chiffre de 800 000. De tels chiffres se sont révélés invérifiables depuis le début du mouvement. Mais cette marche impressionnante aux couleurs rouges de l'opposition est le dernier acte en date de la contestation lancée le 14 octobre dernier par le Front national de défense de la Constitution, un collectif de partis d'opposition, de syndicats et de membres de la société civile. Non à la présidence à vie, Alpha Condé dictateur, ont scandé les manifestants, ainsi que mort aux assassins, référence à la mort de plusieurs civils tués lors de précédentes journées de manifestation. Aucun incident significatif n'a été rapporté au cours de celle-ci. Les forces de l'ordre, à nouveau déployées en nombre, sont restées discrètes. Depuis 1 mois et demi, le FNDC est parvenu à mobiliser à plusieurs reprises des foules de manifestants qui ont envahi les rues des quartiers périphériques de Conakry, fief de l'opposition. Les protestations ont à différentes reprises été brutalement réprimées. Au moins 20 civils ont été tués depuis le 14 octobre dernier, ainsi qu'un gendarme. La Guinée, coutumière des protestations et des répressions brutales, est en proie à l'agitation depuis que le FNDC a appelé à faire barrage au projet prêté à Alpha Condé, élu en 2010 et réélu en 2015, de briguer sa propre succession en 2020 et de réviser dans ce but la Constitution qui limite à 2 le nombre de mandats présidentiels. Au Soudan, le gouvernement a annulé une loi controversée qui a sévèrement restreint les droits des femmes pendant les 30 ans du régime du président déchu Omar el-Béchir. Cette mesure intervient au lendemain d'une manifestation de centaines de femmes à Khartoum, la capitale, pour réclamer le respect de leurs droits et la fin des violences à leur égard. Les détails. Le nouveau gouvernement soudanais dirigé par le Premier ministre Abdallah Hamdok a promis qu'il défendrait les droits des femmes et les premières actions dans ce sens ne se sont pas fait attendre. Le Conseil des ministres a convenu lors d'une réunion extraordinaire ce mardi d'annuler la loi sur l'ordre public dans toutes les provinces. Il s'agit d'une loi controversée qui a sévèrement restreint les droits des femmes pendant les 30 ans du régime du président déchu Omar el-Béchir. Sous son règne, le Soudan a appliqué une version très rigoriste de la charia, la loi islamique, et limité considérablement le rôle des femmes dans le pays pendant des décennies. Des milliers de femmes ont été fouettées, condamnées à des amendes et même emprisonnées pendant le règne de Béchir en vertu de la loi sur l'ordre public, pour tenue indécente aux consommations d'alcool. Selon des membres de la société civile, la loi sur l'ordre public a été utilisée comme une arme, les forces de sécurité arrêtant régulièrement des femmes, même pour avoir assisté à des fêtes privées ou porté des pantalons. Cette loi a été annulée alors que des centaines de Soudanaises ont manifesté ce lundi à Khartoum à l'occasion de la Journée internationale pour l'élimination de la violence contre les femmes. 13 militaires français de l'opération Barkhane ont trouvé la mort lundi soir au Mali dans la collision de 2 hélicoptères. Les soldats étaient engagés dans une mission de combat contre des djihadistes. Au Mali, les réactions se multiplient depuis pour leur rendre hommage. Il s'agit du plus lourd bilan humain essuyé par les militaires français depuis le début de leur déploiement au Sahel en 2013 et l'une des plus grandes pertes de l'armée française depuis l'attentat de Drakkar au Liban en 1983. Le bilan était de 58 morts. L'accident est survenu lundi soir pendant une opération de combat dans la région de Ménaka, aux confins du Mali, du Niger et du Burkina Faso, où la force anti-djihadiste française Barkhane mène régulièrement des opérations contre les groupes armés, dont le groupe État islamique Grand Sahara. Ces 13 héros n'avaient qu'un seul but, nous protéger, a réagi sur Twitter le président français Emmanuel Macron, qui dans un communiqué a parallèlement salué avec le plus grand respect la mémoire de ces militaires de l'armée de terre. Cette terrible nouvelle endeuille nos armées, la communauté de défense et la France tout entière, a déclaré de son côté la ministre des Armées Florence Parly. Une enquête a été ouverte afin de déterminer les circonstances exactes de ce drame, a-t-elle précisé. Le gouvernement du Mali et le président du Burkina Faso, Roch Marc Christian Kaboré, ont exprimé de leur côté via les réseaux sociaux leur solidarité avec la France dont les militaires combattent les djihadistes aux côtés de leurs armées nationales. Les citoyens maliens ont aussi réagi.
Ils sont morts pour la France, ils sont morts pour défendre les intérêts d'un pays ami. Bon, donc vraiment, je pense que c'est très triste. Les Français ne sont pas là pour nous aider, ils sont là pour leurs intérêts. Nos soldats meurent gratuitement tout le temps. Quand ils ont juste un soldat qui meurt, on sait ce qu'ils font derrière. Comment 13 soldats français peuvent mourir au Mali sans qu'il y ait des représailles? Cet accident porte à 41 le nombre de militaires français tués au Sahel depuis le début de l'intervention française en 2013, avec l'opération Serval, selon un décompte effectué à partir de chiffres publiés par l'état-major. Des hommages aux militaires français morts dans cet accident d'hélicoptère. On en a également enregistré au sein de la classe politique, aussi bien malienne que française. En France, les plus hautes instances politiques et militaires ont salué l'engagement de ces 13 soldats tués. La ville de Gap, dans les Hautes-Alpes, a rendu hommage aux 13 militaires français tués au Mali dans la collision de 2 hélicoptères lors d'une opération de combat contre des djihadistes. 4 d'entre eux appartenaient au 4e régiment de chasseurs de Gap. Le combat et toute l'armée de terre ce soir est en deuil. Ouais, moi, en tant que chef de corps, ce soir, je suis partagé entre un sentiment de très grande douleur, voilà, d'avoir perdu un officier et 3 sous-officiers de mon régiment, et de sentir l'armée de terre en deuil. Et puis également un sentiment de très grande fierté, voilà, d'avoir sous mes ordres des jeunes gens, des jeunes femmes qui s'engagent et qui sont prêts à donner leur vie pour leur pays. Anciens combattants, hauts gradés de l'armée, élus mais aussi simples citoyens, plusieurs centaines de personnes se sont également retrouvées à Pau pour rendre hommage aux 13 militaires de l'opération Barkhane morts au Mali, dont 7 appartenaient au 5e régiment d'hélicoptères de combat de la ville. Je suis un ancien militaire pilote d'hélicoptère. J'ai fait une trentaine d'années de carrière comme pilote d'hélicoptère dans des situations qui sont similaires à la leur. Et on est là pour être solidaire avec eux parce que c'est un accident terrible. 7 d'un coup, des jeunes, des pilotes, des mécaniciens, des familles qui restent avec des orphelins, c'est terrible. Voilà, on n'a pas le choix, on doit être là pour témoigner qu'on est là pour les aider aussi. Il s'agit du plus lourd bilan humain essuyé par les militaires français depuis le début de leur déploiement au Sahel en 2013 et l'une des plus grandes pertes de l'armée française depuis l'attentat contre le QG français Drakkar à Beyrouth en 1983 qui avait fait 58 morts. Au Bénin, l'organisation non gouvernementale Changement Social Bénin, en prélude à la célébration du 71e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme, vient de procéder au lancement de la 2e édition de la quinzaine des droits humains, une activité ponctuée par la présentation aux hommes des médias d'un rapport conjoint de l'organisation non gouvernementale et d'Amnesty International intitulé « Les droits humains à l'épreuve des législatives du 28 avril 2019 en République du Bénin ». La 2e édition de la quinzaine des droits humains met l'accent fondamentalement sur 2 faits majeurs. Les droits humains à l'épreuve des législatives du 28 avril 2019 et l'engagement des jeunes pour les droits humains dans le contexte électoral. Cette jeunesse doit être célébrée et encouragée pour tous ses efforts. Elle doit poursuivre sans relâche et consolider son engagement objectif au profit de la défense des droits fondamentaux. Quand ils sont venus chercher les Juifs, je n'ai rien dit, car je n'étais pas juif. Quand ils sont venus chercher les communistes, je n'ai rien dit, car je n'étais pas communiste. Quand ils sont venus chercher les syndicalistes, je n'ai rien dit, car je n'étais pas syndicaliste. Et quand ils sont venus me chercher, il n'existait plus personne qui aurait voulu ou pu protester. Ainsi exprimait son indignation le pasteur Martin Niemöller. Mesdames et messieurs de la presse, chers collègues de la société civile, je termine mes propos par cette conviction. Même aux heures les plus sombres, quand tout n'est que désolation, les braises de l'espoir continuent de rougeoyer dans le cœur de la jeunesse. Il y va de la sauvegarde de l'humanité.
Fin de ce JT, merci de l'avoir suivi.